l'état des lieux, des PLU qui sont élaborés en Isère. Donc c'est le document que vous avez dû avoir à l'entrée et qui est également sur votre clé USB. Donc on va vous présenter seulement quelques résultats extraits pour être suffisamment rapide. Donc le Conseil général suit l'ensemble des documents d'urbanisme qui sont élaborés en Isère en tant que personne publique associée. Et nous nous appuyons pour cela sur l'analyse réalisée par des urbanistes conseillers mis à notre disposition par le CAUE, qui sont des urbanistes libéraux qui eux-mêmes font des PLU dans d'autres secteurs, et qui se basent sur une grille d'analyse commune qui nous permet donc d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Et donc nous avons essayé d'en tirer des points forts, des points faibles, voir quelles sont les marges d'amélioration, et également d'identifier ce que nous avons appelé les bonnes pratiques, c'est-à-dire des aspects qui sont particulièrement bien traités dans certains documents et qu'on peut donner un exemple. Alors pour ce faire donc un regard, si vous voulez, sur les 2 dernières années, les urbanistes conseillers sont en place depuis plus longtemps, mais pas sous cette forme-là, avec l'appui du CAUE d'Isère. On a fait le choix de se concentrer sur les PLU approuvés exclusivement, donc on va dire les documents qui vraiment font force de loi. On en avait plus en stock, on avait des PLU qui étaient arrêtés, ça nous aurait donné un échantillon plus large, on aurait eu quasiment 70 documents, mais comme on sait qu'il y a encore une marge de manœuvre entre l'arrêt et l'approbation, on a préféré se concentrer sur un échantillon un petit peu plus restreint, mais on va dire plus juste, entre guillemets. Voilà, il faut savoir qu'effectivement le flow est continu, il faut bien s'arrêter à un moment donné, à un instant T, et qu'effectivement c'est un premier jet, une première version sur une cinquantaine de PLU. Isère est malgré tout un grand département, 533 communes. Il y a déjà cette cinquantaine de PLU, il y en aura d'autres par la suite quand on évoque la question on évoquera la question de la pérennisation de l'outil. L'échantillon est très large de ces communes étudiées, donc on l'a pas choisi, hein, c'est le flot de 2012-2013. Ce sont les communes en jaune sur la carte. Et donc on a un échantillon, un panel assez varié, des communes de 150 à 10 000 habitants, avec quand même une médiane, il faut le rappeler, à 1300 habitants, c'est-à-dire qu'on a quand même plutôt des communes de moins de 2000, des communes dites rurales, périurbaines, montagnardes, etc. On a beaucoup de communes en Nord-Isère essentiellement, parce que notamment le SCOT du Saint-Maur est un des premiers approuvés. On en a beaucoup moins dans le sud du département et surtout au niveau montagne, Oisans, Matizine, Valbonnet, Beldon, etc. Territoires qui sont encore sans influence SCOT, par exemple, voilà, ou avec peut-être une pression démographique moindre. Voilà, on a essayé de hiérarchiser ces communes. On avait éventuellement pensé au seuil, à la classification de l'INSEE, mais qui n'était pas trop parlante en fait par rapport aux réalités du terrain. Donc on s'est plutôt rapproché d'une classification, on va dire SCOT, en disant voilà, on a des pôles locaux, des pôles plus urbains intermédiaires et des pôles principaux, où globalement on explique évidemment tout ça dans le fascicule, dans le document qui vous a été distribué, comment ces communes sont classées, pourquoi on l'a fait de cette manière. L'idée, c'est à terme, lorsque cette base va s'enrichir, de pouvoir comparer, pourquoi pas les communes d'une même de 1000 à 2000 habitants, les communes d'un même canton, les communes d'une même interco, etc., etc. Voilà, de pouvoir aussi avoir des éléments donc, de définition des communes entre elles. On va vous présenter donc maintenant très très rapidement, et vous retrouvez tout par écrit, les éléments un peu forts qui ressortent, et notamment au niveau des prérogatives du Conseil général, et puis à chaque fois les illustrer par un exemple. Donc sur la question de la ressource foncière, on voit un certain nombre d'évolutions encourageantes qui sont inscrites dans les PLU. Donc aux enjeux qui ont été soulignés tout à l'heure par M. Josso, moi je rajouterais qu'une des communes moins étalées, c'est aussi une façon de limiter le développement des déplacements motorisés, puisque plus l'urbanisation est compacte, plus on peut se déplacer à pied, à vélo, et plus les transports collectifs sont efficaces. Ça permet également de limiter les extensions de réseau et les renforcements d'un certain nombre de services, comme le ramassage scolaire, le ramassage des ordures ménagères ou le déneigement. Et ça permet également de lutter contre la banalisation des paysages, puisque les extensions urbaines se font souvent sous la forme de lotissements ou d'habitats individuels au coup par coup dans le diffus, qui ne sont pas accompagnés de réflexions sur le plan paysager et urbain.
Donc je ne vais pas lire tous les chiffres que vous voyez sur les écrans. On voit là par exemple que dans les objectifs des PLU, les surfaces de terrain par logement à construire sont divisées par 2 en moyenne, avec des chiffres qui varient selon le type de pôle, par rapport à la période précédente. Donc là on voit une traduction assez directe de l'effet des SCOT, donc on a 4 SCOT approuvés dans l'Isère. Donc ensuite reste à concrétiser quand on passera à la phase projet. On voit aussi que 59% des PLU diminuent les surfaces qui sont constructibles aujourd'hui ou à urbaniser dans le futur, sachant que dans notre échantillon, on a la quasi-totalité des PLU sont issus de postes, donc on est passé d'une époque à l'autre, d'un état d'esprit à l'autre. On n'a plus les mêmes, on a plus d'exigences aujourd'hui, et donc ça se traduit quand même par des déclassements qui ne sont pas systématiques, mais qui sont quand même très courants. On a même 41% des PLU qui déclassent plus de 20 hectares, et de temps en temps, on voit des communes qui déclassent 70 hectares ou plus. Donc c'est pas facile à faire, tout dépend de la situation de départ de la commune, mais ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui dans les PLU. On a demandé à nos urbanistes de classer les PLU selon 3 catégories: une gestion vertueuse de la ressource foncière, des PLU qui sont volontaires ou des PLU qui ne s'inscrivent pas dans l'esprit Grenelle. Parce qu'il y a des communes qui n'avaient pas un gros étalement urbain, qui n'ont pas beaucoup déclassé, donc le déclassement, ce n'est pas en soi le signe que la gestion du foncier est vertueux. Donc on a regardé également si le règlement permettait d'optimiser l'espace et si la commune encadrait suffisamment aussi les opérations pour avoir un peu, pour orienter les projets qui vont sortir. Et donc dans cette classification-là, on a quand même 29% qui ont une gestion vertueuse, c'est-à-dire qu'ils agissent sur tous les leviers permettant d'optimiser la gestion de l'espace. On a 55% des PLU qui ont des démarches volontaires, ça veut dire qu'elles font des efforts, mais qu'il leur reste des marges d'amélioration. Elles ne vont pas forcément jusqu'au bout. Alors c'est vrai que quand une commune revient de très loin, elle ne peut pas forcément aller avoir des exigences très élevées tout de suite. Il faudra peut-être encore un PLU pour qu'elles y arrivent. Et on a quand même encore 15% des PLU qui ne s'inscrivent pas dans l'esprit Grenelle, c'est-à-dire qu'ils ne font pas vraiment d'efforts, alors que tous les PLU qu'on a analysés sont post-Grenelle. Voilà. Donc dans les marges d'amélioration qu'on a identifiées, c'est d'abord pour mieux optimiser l'espace déjà bâti, c'est d'avoir une analyse fine du potentiel constructif dans l'enveloppe déjà bâtie, par division parcellaire ou par complément des dents creuses notamment, et du potentiel de mutation du bâti existant. C'est une obligation maintenant depuis la loi Allure du 24 mars 2014. Encore faut-il que cette étude soit faite de manière sérieuse et fine dans tous les PLU, voilà, parce que ça n'est pas toujours le cas. Autre effort qui peut être fait par les PLU, c'est de faire davantage d'orientation d'aménagement et de programmation qui peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement sur des secteurs où il y a du foncier constructible, de manière à indiquer les intentions de la commune sur ces secteurs, et notamment on peut indiquer, entre autres choses, des gabarits de construction souhaités, par exemple, pour optimiser l'espace. Et par ailleurs, en dehors du PLU, il y a une boîte à outils qui regroupe un certain nombre de moyens d'action dans lesquels les communes, les intercommunalités peuvent aussi piocher, mettre en place une stratégie foncière, donc éventuellement acquérir du foncier, connaître déjà leur gisement foncier, acquérir du foncier, faire porter du foncier, lancer des opérations publiques, donc ça peut être des actes dans des grosses communes, mais ça peut aussi être des lotissements communaux dans des petites communes, négocier avec les opérateurs, les promoteurs pour faire converger les projets et les intentions de la commune, et puis éventuellement mettre en place la fiscalité de l'aménagement. Donc c'est pas forcément de mon ton aujourd'hui de parler de fiscalité, mais il y a plusieurs outils qui existent, comme par exemple la taxe sur les logements vacants pour des communes qui auraient énormément de vacances. En termes de bonnes pratiques, on a par exemple la commune de Brangue, au nord de Morestel, contre le Rhône, sur le territoire de la boucle du Rhône en Dauphiné, qui s'est livrée à une analyse assez fine dans son document d'urbanisme sur l'existant. D'une certaine manière, en fait, elle a anticipé la loi Allure et les exigences de la loi Allure, en faisant vraiment un état des lieux assez exhaustif des gisements fonciers, des possibilités des logements vacants, des possibilités de réhabilitation sur l'ensemble du territoire communal. Donc ça a donné lieu à un travail assez fin au niveau du diagnostic, un travail de repérage,
qui s'est matérialisé au niveau du PADD et concrétisé au niveau du règlement. Donc vraiment en termes de... Enfin, le mot densité a été utilisé et les élus ont pris voilà, vraiment les devants. Dans un contexte aussi, il faut le souligner, patrimonial fort, puisque parallèlement au PLU était mis en place une AVAP, une aire de mise en valeur du patrimoine. Donc pour vous dire aussi, indiquer que c'est possible de faire ça dans ce que certains pourraient considérer comme une contrainte, enfin cet atout patrimonial sur la commune de Branques. Voilà, donc ça c'est un travail qui a été fait 2 ans avant la loi Allure et qui nous semblait intéressant et qu'on a pu repérer. Alors sur la programmation de logement, je vais passer vite. Donc il s'agit, l'enjeu évidemment, c'est de répondre aux besoins en logement des habitants. Donc en termes de localisation, à construire des logements notamment proches des zones d'emploi, mais c'est aussi répondre à leurs besoins sur le plan qualitatif et quantitatif. Donc par exemple, on voit souvent des communes périurbaines avec 94% de maisons individuelles qui sont plutôt des grands logements. Donc ça ne répond pas aux besoins des jeunes qui décohabitent, aux familles monoparentales ou aux besoins des personnes âgées qui ne veulent plus entretenir une grande maison. Donc voilà, les communes doivent aussi veiller à diversifier leur parc de logement. Donc je voudrais juste souligner un petit peu en réponse à ce qui a été dit dans l'intervention précédente qu'en termes d'objectifs dans les PLU, les volumes annuels de production de logement augmentent bien dans les pôles principaux intermédiaires et diminuent plutôt dans les pôles locaux. Donc ça c'est également une traduction des SCOT qui ont des prescriptions sur ces sujets-là. Et puis on a aussi un effort qui est assez sensible de recentrage de l'urbanisation donc sur les centralités existantes, donc plutôt là où il y a les services, les commerces, les équipements. Et on a 80% des PLU qui stoppent ou qui freinent l'urbanisation dans les hameaux. Donc ça c'est un mouvement assez net et généralement dans les hameaux, l'urbanisation qui est autorisée c'est plutôt dans l'enveloppe urbaine. Je ne vais pas rester plus longtemps sur ce... Il faut rester 10 minutes. Du coup, la commune de Sermérieux, par exemple, qui finalement traduit ce que vient d'énoncer Christelle, à savoir une réelle densification au niveau du bourg, du chef-lieu, en expliquant et en justifiant ça, évidemment, par la préservation de l'agriculture, la non-possibilité d'investir en termes de fonctionnement au niveau du réseau sur l'ensemble des hameaux et sur l'ensemble du territoire. C'est quelque chose qui a été difficile à mettre en œuvre, puisqu'auparavant, on avait un urbanisme beaucoup plus éclaté. Donc essentiellement, on travaille sur les dents creuses et des possibilités en dents creuses au niveau des écarts et des hameaux, et 80% des futures constructions qui sont possibles sur le centre-village pour justement optimiser les équipements, services qui existent. Alors pour aller vite, on va aller enchaîner rapidement avec l'exemple qui parle bien de ça. La capacité des PLU à maîtriser les projets d'aménagement qui vont se faire, parce que c'est bien d'avoir des intentions, des bonnes intentions. Encore faut-il avoir le maximum de garanties que les projets vont se réaliser conformément à ces intentions. Et pour cela, il y a 2 outils qui nous paraissent assez intéressants. Ce sont donc les orientations d'aménagement et de programmation dont on a déjà parlé, et puis les périmètres d'attente de projets d'aménagement, qui permet à la commune de bloquer tout projet privé sur un secteur stratégique dans l'attente de l'approbation d'un projet donc validé par la commune. Donc on va enchaîner avec l'exemple. On a là la commune de Barreau, dans le Plessis-Vaudan, en face de Pontcharrat, où pas moins de 13 orientations d'aménagement et de programmation ont été réalisées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne se sont pas faites que sur des zones à urbaniser, ce qui est souvent le cas, mais aussi en zone urbaine et aussi sur des petits éléments, à savoir 1500 m². Donc la commune n'a pas hésité à être assez fine au niveau de cette programmation. Là aussi, on a un périmètre de monuments historiques. Là aussi, on est sur des, entre guillemets, donc des contraintes particulières spécifiques. Il y a un périmètre d'attente qui a été mis en place, pas pour ne pas faire 14 ou 15 OAP, mais parce que c'était un tellement stratégique à l'entrée du village et que des problématiques plus complexes en termes de commerce, entrée de ville, fonctionnement, stationnement, espace public allaient être mises en œuvre. Donc un périmètre d'attente sur un peu moins de 9000 m². Il y a 13 OAP sectoriels et 2 OAP thématiques, parce qu'on peut aussi faire des OAP thématiques, c'est un petit peu le parent pauvre. Il y en a très peu, donc là il y en a une sur une carrière et il y en a une sur la question des déplacements. Donc ça forcément aussi,
voilà, c'est un coût et des incidences sur le PLU et autres, mais c'est un travail plus fin et qui permet vraiment de passer du poste, enfin, d'éléments de planification à des choses très opérationnelles. 15 secondes. Alors on arrive à un sujet épineux. Un des points de vigilance pour nous dans les PLU, c'est la question des zones d'activité, puisque presque un PLU sur deux comporte un projet de création ou une extension significative de zones d'activité, mais 38% de ces PLU n'apportent pas de justification précise. Une fois sur deux, on n'a aucune vision intercommunale sur la nécessité de faire cette zone d'activité, et on a 70% de ces zones d'activité qui n'ont pas une vocation ciblée. C'est-à-dire qu'elles peuvent tout accueillir, donc de l'artisanat, de l'industrie, du commerce, du tertiaire, alors que ça n'a pas grand-chose à voir. Et on sait qu'en Isère, il y a une surabondance d'offres à vocation différenciée. Et donc, on crée des zones d'activité dans les PLU qui ne correspondent pas forcément à des besoins avérés. En tout cas, on n'en a aucune justification. Et donc, il est vraiment nécessaire d'adosser ces projets à une étude de la demande et de l'offre, savoir s'il y a des déficits d'offres sur le territoire, proposer une offre qui ne soit pas concurrentielle avec les communes voisines et avec même les territoires voisins. Donc l'idéal serait que les EPCI se dotent d'un schéma de développement économique. Et on en est très loin pour l'instant en Isère. Voilà. Effectivement, ça plaide beaucoup pour le PLU, c'est 15 secondes par personne. Donc ça plaide beaucoup pour le PLU intercommunal aussi, pour une réflexion un peu, comme le disait Christelle, une réflexion plus large, effectivement. Et la question de la non-concurrence des territoires entre eux. Quand on a une zone à vocation d'habitat, elle est très encadrée en termes d'OAP, elle peut l'être en tout cas, autant dès qu'on parle d'activité, qu'on touche à l'emploi, à l'économie, etc., c'est un petit peu plus fourre-tout et beaucoup moins ciblé. On a malgré tout trouvé un exemple intéressant sur la côte Saint-André, où le périmètre d'ailleurs de l'OAP est assez large, autour de l'avenue du Maréchal Foch, où à la fois la collectivité, la commune a essayé de chercher du lien et des perméabilités entre l'existant et les futurs aménagements, où elle a ciblé aussi les zones de stockage et de nuisances éventuelles, où elle a essayé de retrouver un petit peu d'urbanité en constituant un front bâti le long de l'avenue, faire une zone tampon avec les riverains et l'habitat existant, voilà, pour essayer d'avoir une zone qui soit la plus confortable possible pour l'activité et qui générerait le moins de nuisances parallèles. Voilà, on arrive à la conclusion. Donc en conclusion, on peut dire qu'on a des évolutions positives dans les intentions qui sont donc inscrites dans les PLU, mais que le PLU, ça n'est pas une fin en soi. Donc il y a tout un tas de moyens qui doivent être mis en œuvre pour arriver à traduire ces intentions dans les projets. Ça nous paraît assez fondamental. Donc des moyens soit qui sont dans le PLU, les moyens réglementaires du PLU, soit d'autres outils. Voilà, et nous souhaitons donc poursuivre ce travail de capitalisation sur les PLU, intégrer aussi les PLU intercommunaux qui sont en train de démarrer, pour pouvoir, avec un partenariat élargi, cette fois-ci, donc dans le but d'améliorer la qualité des PLU et leur efficacité. Voilà. Voilà, merci, je sais que c'est pas évident de tenir le temps.